Saga Storyfy présente Paris, toujours, écrit par Rodolphe Trouilleux, lu par Régis Burtin. Paris étant haï, c'est un devoir de l'aimer. Pourquoi le haït-on? Parce qu'il est foyer, vie, travail, incubation, transformation, creuset, renaissance. Parce que toutes ces choses régnantes aujourd'hui, superstition, stagnation, scepticisme, obscurité, recul, hypocrisie, mensonge, Paris est le contraire, magnifique. Être Paris, c'est marcher. Victor Hugo. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied. Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs des obscures espérances. Guillaume Apollinaire, Zone, Inalcols, 1913. Voilà tout près d'un mois que je n'ai mis le pied dehors. Et je commence à avoir une envie de la marche dans les rues de Paris, du badaudage devant les étalages, de la poussée de certaines portes de marchands. Edmond de Goncourt, Journal, lundi 28 décembre 1891. N'oubliez pas, je vous prie, que sur le plan intellectuel, je suis un autostoppeur qui glane sa culture au bord des routes et sous les ponts. Truman Capote, Prières exaucées, 1986. Rodolphe Trouilleux, Paris, toujours. Déambulation historique et sentimentale d'un inconditionnel amoureux. Nos lecteurs ont la parole. J'ai 16 ans et j'aime Paris. J'ai 16 ans. Je suis né et je vis à Paris. Et tout ce qui a trait à la capitale me passionne. Y a-t-il beaucoup de jeunes dans mon cas? Je voudrais vous parler d'un bâtiment qu'il faudrait protéger et que peu de personnes connaissent. C'est le Soleil d'Or, ancienne auberge, ancien lavoir, situé 226 rue de Vaugirard. L'enseigne, d'époque, est encore bien visible au-dessus du porche. Ce serait trop long de vous énumérer tous les faits historiques qui s'y rapportent. Hélas, ce vestige de Paris que j'aime tant est voué à la destruction. Qui peut le sauver? Rodolphe Trouilleux, Paris 17e. Nous avons transmis la lettre sympathique de ce jeune homme à M. Georges Mesmin, député et conseiller de Paris, président de l'association Prestige et Beauté de Paris, qui lui a répondu personnellement en lui promettant de voir ce qu'il pourrait faire pour sauver le Soleil d'Or. François, 1975. Marcher. Regarder devant soi sans se retourner. Marcher. Capturer la lumière d'une fenêtre au passage. Marcher. Observer des passants qui marchent comme moi. Marcher. Et qui marchent toujours, l'air préoccupé. Marcher. Du marcheur qui poursuit sa route. Marcher. Et respirer au rythme de mes pas. Marcher. Sans but et le sourire aux lèvres. Marcher. Avec pour but, pour raison de vivre. Marcher. Toujours et encore marcher. Marcher. Encore et encore. Marcher. Pour aller ici ou là. Marcher. À la rencontre des autres. Marcher. À votre rencontre. Marcher. Et faire votre connaissance. Marcher. Instantanément vous aimer. Marcher. Aimer mettre mes pas dans les vôtres. Marcher. Et marcher toujours et encore. Marcher. En votre compagnie. Marcher. Gracieuse et légère. Marcher. Regardant la lumière de vos yeux au passage. Marcher. Y trouver ma raison de vivre et marcher. Toujours et encore. Marcher jusqu'à la fin. Marcher jusqu'aux portes du paradis. Une déclaration. Madame, depuis 2 longs et interminables mois que je ne vous vois plus, le temps me semble suspendu. Il était impossible pour moi d'imaginer votre absence, si pesante, si oppressante,
avant que la maladie, si brusque, m'oblige à garder la chambre. Les soins, la patience obligatoire du malade que j'étais devenu, me firent un peu oublier nos émois, notre grande complicité. La fièvre m'emportait vers des rivages inconnus, des délires composés d'images surprenantes, comme ces textes courant sur les murs, le plafond, des odeurs aussi, moites et désagréables. Vous étiez bien éloigné de mes pensées alors, et je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Quand les manifestations physiques de la maladie se firent un peu plus discrètes, votre image s'imposa à moi, forte, carrée, indispensable. Je ne pouvais plus vous visiter et vous, forcément, ne pouviez pas venir me voir. Nous étions séparés et j'étais devenu le plus malheureux des hommes. Heureusement, au détour des actualités télévisées, j'avais un peu de vos nouvelles. Les images où vous apparaissiez étaient furtives, mais vous y étiez si belle qu'elles parvenaient un peu à me consoler de votre absence. Vous retrouvez partout, dans les livres, dans les magazines, était devenue ma seule préoccupation. Heureusement, ma bibliothèque bien fournie me permettait de vous apercevoir, souvent plus jeune, dans des situations avantageuses ou dramatiques. C'étaient vos courbes voluptueuses que je caressais dans les pages des livres, votre lumière irradiante que je retrouvais dans mes photographies, souvenir bienvenu des mois vécus grâce à vous, à votre charme, à votre accueil si chaleureux. Des années passées à vous photographier sous toutes les coutures, de la lumière du petit jour à la nuit tombée, et surtout à ce moment magique, appelé l'heure exquise, certains soirs d'été, quand une lumière douce orangée enveloppe, révèle vos moindres détails. Sous la pluie, pendant l'orage, trempée ou inondée de soleil, vous êtes toujours ravissante. Enfin, pour ceux qui vous apprécient. Maline, vous ne dévoilez vos charmes qu'à certains de vos amis. Hautaine, il faut vous mériter. Vous revoir au petit matin. Vous étirez sous la lumière du jour. Je ne demande que cela, rien de plus. Dégustez le premier café en votre compagnie. Marchez, encore et encore. Vous découvrir à nouveau. Si belle, toujours jeune, et m'enivrer de votre sourire. Vous m'avez terriblement manqué, madame, et le seul espoir de vous retrouver m'entraîne doucement vers la guérison. Si je vous aime, la question ne se pose même pas. Nous sommes trop nombreux, amants passionnés de vos formes, de vos couleurs et aussi de vos caprices pour que je puisse proclamer un amour unique, personnel, égoïste. Pour moi, comme pour beaucoup, vous serez toujours une fête. Vous revoir, revoir Paris. J'ai la nostalgie d'une de ces vieilles routes sinueuses et inhabitées qui mènent hors des villes. Une route qui conduise aux confins de la terre, où l'esprit est libre. Henri David Thoreau. Bouffée d'air frais. Ainsi va la vie. Alors que tout va bien, ou à peu près, et que l'on se sentirait presque invincible, prêt à affronter les coups du sort. Le destin se charge de vous rappeler à l'ordre. Moi qui, jusqu'ici, ne fus jamais malade, sauf de quelques incidents du style grippe ou problèmes digestifs, une sciatique des plus réussies s'annonça sans prévenir. Aussitôt guérie, ces tensions dorsales cédèrent le pas à une très douloureuse crise de goutte. Soignée au comprimé de colchique, oui, de celle que l'on trouve dans les prés à la fin de l'été. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps et de patience pour enfin en sortir. 3 mois se sont ainsi écoulés. Retenu de force chez moi, à regarder le printemps, heureusement assez pluvieux, de ma fenêtre, sans pouvoir mettre un pied dans la rue, loin de mes amis, sans respirer l'air du dehors, et surtout, oui surtout, sans marcher dans Paris. Curieuse expérience que celle de ce handicap provisoire qui rendait la montée et encore plus la descente d'un escalier impossible, qui transformait mes nuits en longues insomnies, grises et angoissantes. Cette maladie des rois, comme on a souvent désigné la goutte, me condamnant à l'immobilité, m'a permis de réfléchir. Une chaussure de sport aménagée par mes soins à l'aide d'un cutter me permit tout de même de rejoindre en voiture, conduite par ma femme,
le café où j'ai mes habitudes. Le petit noir du matin était ainsi l'un des rares plaisirs de la journée que je pouvais goûter. Aussitôt bu, et après avoir respiré quelques bouffées d'air frais, je retournais à mon domicile où la journée s'écoulait en lecture, ou en un peu d'écriture, et aussi, je dois l'avouer, dans la contemplation suivie et passionnée des épisodes du feuilleton Dr House, ce médecin qui boitait du même côté que moi. Mais ce qui me manqua le plus, terriblement, c'est ce que ma mère désignait par l'expression très imagée du sirop de la rue. Errer sans but dans la capitale, goûter à son air pollué, mais si délicieux pour l'amateur, contempler quelques couchers de soleil sur la Seine, du haut d'un pont, une impossibilité, une frustration. Et dès que j'ai pu mettre à nouveau un pied devant l'autre, j'ai pris le train pour rejoindre la gare Montparnasse et enfin revoir Paris. Ah, c'est vous? Certains vont jouer au foot, grâce à papa, d'autres au tennis. Quelques-uns jouent d'un instrument parce que leur paternel est un musicien émérite, et ainsi de suite. Parmi ceux-ci, il y en a qui acceptent ce choix imposé, tandis que d'autres, dès qu'ils le peuvent, le rejettent en bloc. Pour ce qui me concerne, rien de tout cela. On m'avait bien parlé de judo, mais en quelque sorte timidement, et j'avais dit non, comme pour le catéchisme. On n'imposait rien chez moi. La seule chose que papa réussit à me faire aimer insidieusement, mais certainement involontairement, ce fut le goût unique, exclusif, pour la promenade, à Paris. Il travaillait dur, mon père, dans une grande brasserie parisienne, 6 jours de la semaine. Le seul jour de sortie qui lui restait était le jeudi, et le jeudi en cette époque lointaine était aussi le jour des enfants. Donc, pas d'école et pas d'activité obligatoire pour moi. Ces fameux jeudis, papa faisait une sieste après déjeuner, sur le fauteuil Voltaire du salon, mains croisées sur la bedaine. Il ronflait. Auparavant, il avait lu un peu, un livre historique sur la Révolution française, le communisme, la Seconde Guerre mondiale. Moi, parfois, je regardais les images de ces livres, des photos en noir et blanc reproduisant des gravures, des images de guerre, des moments troublants pour l'esprit de l'enfant que j'étais. Puis, une fois réveillé, papa buvait son café, maman se chaussait et bouclait son sac à main. Mon père, chapeau mou sur la tête et impair mastic par-dessus son invariable costume, même le jeudi, nous conduisait vers des rivages lointains. Les quais et leurs bouquinistes, le bois de Boulogne, le jardin des plantes et que sais-je encore. Nous quittions les Batignolles pour quelques heures. Pas très folichon pour ma mère, penseront certaines. Elles auront raison, mais la Riviera, dans notre famille, c'était les bords de Seine, et notre lac de Genève, celui du bois de Boulogne. Et maman qui avait mal aux pieds. Nous nous arrêtions alors à une terrasse de café, ce qui ne changeait pas vraiment papa de son quotidien, mais c'était comme ça. Un demi pour papa, un panaché pour maman, et pour moi, pchit orange ou pchit citron? Orange, bien sûr. Et là, comme au théâtre, nous regardions le défilé des passants inlassablement. Tiens, tu as vu celle-ci? Et ce chien comme il est drôle. Moi, je m'ennuyais un peu. Mais c'était ça la vie de mes adultes. Je n'y pouvais rien. J'ai grandi, et je me suis promené seul avec papa. À Paris, toujours. M'en a-t-il expliqué des choses? La Révolution française était sa passion. Alors nous avons visité la conciergerie, contemplé le logement de Robespierre dans une cour rue du Faubourg Saint-Honoré, et j'en passe. Puis un jour, forcément, j'ai continué seul mes errances parisiennes, faisant mes universités sur le pavé. École buissonnière, mauvais élève, convoqué au collège, orienté. Paris, comme un autre cœur battant au creux de ma poitrine. Poussé par la curiosité, j'ai poussé la porte de la bibliothèque de mon quartier, puis du centre Pompidou, et, oh, j'ai osé, cancre que j'étais, la Bibliothèque nationale. Ainsi, j'ai amassé une documentation inédite sur les Batignolles et le 17e arrondissement. J'ai tout lu avec passion, avec ivresse, et j'ai fini par fonder une petite société savante spécialisée sur l'histoire du 17e. J'ai tout de même été rejoint par une centaine de fous, puis j'ai commencé à parler, timidement, lors de petites conférences.
J'avais 25 ans. Un certain jour, un éditeur est venu nous demander des renseignements, car il lançait une collection sur l'histoire de Paris. Le premier, quelle chance, avait pour thème le XVIIe. C'était un ouvrage collectif. Ce fut un beau soir. Rentré chez mes parents, j'ouvrais une enveloppe matelassée arrivée dans la journée. Un livre, mon tout premier, Vie et histoire du XVIIe arrondissement. Papa dînait en bout de table, comme d'habitude. Je lui ai passé le livre et là j'ai vu son émotion. Mon nom, le sien, était imprimé sur la couverture. Il était fier et heureux car il avait réussi à faire passer quelque chose. L'amour de Paris, de son histoire, mais aussi la curiosité. Lui, sans diplôme, retiré de l'école à 11 ans pour travailler, il avait un fils qui écrivait. Et depuis son départ en 1986, je continue la route avec, à mes côtés, l'ombre d'un impair mastic et d'un chapeau mou. Un sacré voyage. Il y a maintenant plus de 20 ans, un éditeur, pour lequel j'avais déjà commis 2 livres, laissait un message sur mon répondeur, m'indiquant qu'il avait une proposition à me faire. Rendez-vous fut pris assez vite, comme on l'imagine. Du boulot en perspective, un nouveau bouquin, de bonnes raisons pour ne pas trop attendre. Très à l'écoute de ses lecteurs, particulièrement sur les salons, cet éditeur avait remarqué la demande récurrente formulée par le public, voulant un livre répertoriant les coins secrets, les lieux insolites de la capitale. J'étais l'homme de la situation, du moins l'éditeur qui me présentait ainsi. Il me demanda si j'étais partant, et aussitôt, j'affirmai que oui, même si, dans ma pauvre tête, je ne parvenais pas à comprendre l'intérêt d'un tel projet. 200 sites à répertorier, documenter, visiter. On n'imagine pas ce que cela pouvait représenter comme travail. Et pour parachever le tout, une formidable grève des transports se déclara. Ne conduisant pas, j'étais piégé. Je réussis malgré tout à livrer ma copie avec un peu de retard. Le photographe avait travaillé de son côté. Le secret et l'insolite sont devenus ainsi, en quelque sorte, mes cartes de visite, un sentiment très agréable de communion avec un public de curieux et de passionnés. Depuis, j'ai été bien souvent présenté, au cours de dîners en ville, comme l'auteur de Paris secret et insolite, m'attirant toujours cette réflexion. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi l'auteur inconnu d'un livre très connu, long-seller ou livre de fond. Depuis, mon livre se vend toujours et mes recherches parisiennes continuent. Pas un mois, une semaine, sans arpenter les rues de la capitale à la recherche d'un détail insolite, d'une ambiance, voire d'un événement marquant. Et quel bonheur de découvrir un détail d'architecture, un passage secret entre des immeubles ou une cour ignorée. Malheureusement, et c'est un grand malheur, beaucoup de portes sont closes par d'affreux codes. Les concierges acariâtres ont disparu, laissant la place aux veilleurs électroniques. L'humaine gardienne, qu'il était parfois possible d'amadouer à la longue, à force de diplomatie et d'amabilité, a été remplacée par le clavier glacial et incorruptible. Si c'est vrai qu'au fur et à mesure des nouvelles éditions, des lieux signalés dans le livre, et connaissant grâce à cela un renouveau de fréquentation, furent fermés à double tour par de jaloux propriétaires ne voulant pas être importunés par des visites impromptues. Il y a une certaine jalousie et un sentiment de propriété très prononcé chez les habitants de lieux parisiens pittoresques et charmants. La peur du cambrioleur y est, bien sûr, pour quelque chose, mais pas seulement. J'ai connu, il y a bien longtemps, un jeune garçon qui avait fait le projet de répertorier pour une exposition tous les jardins secrets du 17e arrondissement. Avec un copain, il poussait toutes les portes, prenait des photographies dans le but de faire une petite exposition sur le sujet. Lors d'une de ces intrusions bien innocentes, il n'était âgé que de 18 ans, il fut surpris à l'improviste par un propriétaire irascible qui, le soupçonnant de 1000 choses délictueuses, appela la police. Le garçon, soutenu par des adultes sérieux, fut lavé de tout soupçon. Impossible aujourd'hui de faire de même, et les occupants de ces lieux peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Fermer ses portes aux quelques visiteurs curieux, c'est aussi renforcer l'anonymat des lieux pittoresques ou intéressants. Et quand quelques promoteurs décident de les dénaturer,
Il peut alors le faire facilement, sans déclencher la moindre bagarre avec telle ou telle association de défense du patrimoine. Paris, ainsi, se referme sur lui-même, et c'est bien embêtant. Que dire de l'enclos de l'hôpital Laennec, transformé aujourd'hui en résidence de luxe pour Parisiens aisés? Les portes de l'entrée principale sont fermées à double tour, empêchant toute visite, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années. De toute manière, les bâtiments ont été dénaturés, fenêtres changées intégralement. Oh, la religion du double vitrage! Et les couvertures entièrement refaites avec des tuiles neuves, plus raides que la justice elle-même. La Hennec n'est qu'un exemple. Depuis le temps de toutes mes errances, j'ai vu bon nombre de lieux parisiens être dénaturés, modernisés pour une soi-disant bonne cause, et perdre une bonne part de leur âme. Ici, un jardinet de la rue Nollet a disparu. Là, un hôtel particulier de la rue Norvin a été si rénové qu'il ne ressemble plus au bâtiment d'origine. Dans cette rue du Marais, on n'a conservé que la façade de ce bâtiment du XVIIe siècle. Ici, en face la gare Saint-Lazare, le passage du Havre a été rasé pour céder la place à une galerie commerciale ressemblant à toutes les autres, l'immeuble la surmontant entièrement, reconstruit dans le genre XIXe siècle. L'inventaire à l'après-vert de toutes les démolitions, modifications, altérations subies par le patrimoine de Paris est bien déprimant pour le promeneur que je suis. Sans parler de petits détails anciens et fragiles qui auraient bien souvent dû être conservés et qui sont balayés sans regret par un ravalement brutal ou la volonté d'un architecte ignorant des choses du passé. En 40 années de marche, je peux prétendre en avoir vu des choses et des choses. Je connais si bien cette ville, ma ville, qu'elle m'apparaît comme un immense appartement, dont les rues seraient les couloirs, bordés de meubles chéris. C'est bien pour cela qu'avec cette impression étrange, je n'aime pas que l'on touche à mon mobilier de 2, 3 ou 6 étages. Mais malheureusement, d'autres en décident autrement, achètent une armoire ou une commode de style et décident de la détruire ou de la modifier si profondément qu'elle n'a plus aucun charme. Et que dire de ces opérations de façadisme qui vident le contenu des tiroirs et les jettent à la décharge sans discernement? Combien de décors précieux sont ainsi partis à la poubelle ou parfois revendus à l'encan pour en décorer une salle à manger de Tokyo ou de New York? Je me souviens précisément de l'affaire du Pont-Neuf, dont la presse avait un peu parlé en son temps. Ce pont, le plus vieux pont de Paris, a été pratiquement rénové, mot affreux, dans les années 80. Des éléments entiers ont ainsi été changés, comme quelques-uns de ces fameux mascarons dont les originaux, qui étaient parfois déjà des copies du XIXe siècle, ont été transportés au musée Carnavalet. Le Pont-Neuf est orné de 381 mascarons, têtes de divinités forestières ou champêtres de la mythologie antique. Des travaux de restauration en 1993 et 1994, notamment de la première arche vers la rive gauche, quai de Conti et des Grands Augustins, ont entraîné la dépose de plusieurs de ces mascarons. Leur réfection avait été totale vers 1855. Plusieurs sculpteurs, dont Mindron, Lavigne, Barry et Fontenelle, avaient été engagés pour réaliser les nouveaux mascarons imitant les anciens. Certains originaux sont conservés aujourd'hui au musée Carnavalet. Mais quelques banquettes en 2001, changées aussi car trop vétustes, furent proposées à des acheteurs par voie de presse. Alertée, la commission du Vieux Paris put faire interrompre ce qui ressemblait assez fortement à un trafic. Secret et insolite. Deux mots qui plaisent tant que, réunis sur la page d'un livre, ils ont assuré le succès de celui-ci. Paris secret et insolite. C'est l'aventure qui m'attendait en 1996 quand fut publiée la première édition de mon livre. Je signai donc ce nouveau contrat avec l'assurance qu'un grand travail m'attendait. Il s'agissait de parcourir Paris en tous sens et de rechercher des lieux insolites, des détails d'architecture, parfois des ambiances. Heureusement, depuis des années, j'accumulais dans ma musette ce genre de renseignements, peut-être inconsciemment d'ailleurs. Un boulet coincé dans une façade depuis la Révolution de 1830, une crypte étonnante, un cimetière protestant, un portail voyageur, etc. Mon éditeur pensait avoir trouvé l'homme de la situation, mais moi, franchement, je ne savais pas que j'étais celui-là. Puis je suis rentré chez moi
et j'ai commencé à travailler. J'ouvrais ma musette pour en sortir une à une toutes les choses qui finissent par composer un livre, secret et insolite. À chaque fois, il me fallait documenter ces lieux, dénicher des détails, puis aller sur place pour en humer l'ambiance. Et je dois reconnaître que la tâche n'a pas toujours été des plus faciles. Certains passages ou impasses sont charmants, mais des murs couverts de glycine parfumée, des pavés luisants, un chat philosophe ne suffisent pas toujours à faire un bon papier, comme l'on dit dans la presse. Là, je me trompais. J'ai appris depuis que les promeneurs du XXIe siècle peuvent être sensibles à la beauté d'une glycine ou l'originalité d'un mistigris errant et que d'infimes détails peuvent suffire à faire leur bonheur. J'aurais dû le savoir, car c'est cela, ce goût pour une ambiance, un détail architectural ou la beauté d'une statue que goûtait mon père quand il m'emmenait avec lui dans un musée, aux Tuileries ou sur les quais tout simplement. Nous traînions ensemble, découvrant les boîtes de bouquinistes, les oiseaux du quai de la Mégisserie et toute une atmosphère qui devait me marquer à jamais et faire de moi un Parisien, un vrai, malheureux quand il est trop éloigné de la capitale. L'histoire, plus exactement celle de la Révolution française, l'obsédait, le passionnait. Il était incollable sur cette période. Il m'emmena à la conciergerie, me montra ce qui restait de la cellule de Marie-Antoinette, mais aussi les pailleux où étaient entassés les prisonniers et la chapelle expiatoire près du boulevard Haussmann. Il me communiqua sa passion de lecteur en me donnant, comme un cadeau, son amour de Paris, celui, vibrant, des grands boulevards qu'il avait connus en travaillant dans la grande brasserie de la Maxéville, boulevard Montmartre. Je suis donc devenu le spécialiste de Paris secret et insolite. Mon ouvrage, sorti en librairie en 1996, a démarré très vite. Un peu de presse, quelques radios, et ce petit livre a suivi son bonhomme de chemin, tout simplement si j'ose dire. C'est aujourd'hui non pas un best-seller, mais un long-seller, en français dans le texte. Un livre de fond, celui que toute bonne librairie doit avoir. Nous en avons vendu plus de 200 000 exemplaires. Une chance pour un auteur comme moi. Chercheur, rat d'archives et de bibliothèques, promeneur impénitent qui a toujours fui les mondanités. J'ai donc continué de chercher, publiant d'autres livres, une correspondance de militaire en 1939, la biographie d'une cantatrice du XVIIIe siècle, mais aussi les histoires insolites des animaux de Paris. Tout cela au rythme de mes recherches et de découvertes passionnantes, bouleversantes, étonnantes. Adolescent, j'avais été très impressionné par Paris mystérieux, livre collectif publié chez Tchou dès 1960 et toujours réédité. Il réunit quelques bonnes plumes pour évoquer les aspects un peu sombres, magiques et parfois fantasmés de l'histoire de Paris. Les catacombes, Cagliostro, des histoires de souterrains et de crimes spectaculaires. En 2012, les éditions du Castor Astral m'ont donné la chance de publier mon Paris mystérieux à moi. Paris macabre, sorti des presses avec un sous-titre plus rassurant. Histoires étranges et merveilleuses. Un ouvrage plus littéraire que Paris secret et insolite, où j'évoque aussi le souvenir d'affaires criminelles étranges, de sombres cimetières et d'obscurs souterrains. J'y évoque aussi ce que j'ai appelé mes diableries, l'histoire de la sorcellerie à Paris et de ses affaires étranges. Je me suis rendu compte, en avançant dans la vie, que j'étais fait pour raconter des histoires. Des fictions parfois, mais surtout des faits curieux rapportés dans la presse, les livres anciens ou les archives poussiéreuses. Le monde des archives est celui que j'aime le plus. Fouiller dans les papiers d'un commissaire du XVIIIe siècle, retrouver des correspondances oubliées, me plonger dans une liasse de documents provenant de la prison de la Bastille sont des sources de plaisir inépuisables. Passer des heures à chercher un document, faire des recoupements et extraire la substantifique moelle de ces archives. Quoi de plus passionnant? Une dernière anecdote pour terminer cette présentation. Il m'arrive parfois, au cours d'une réunion ou d'un dîner, d'attirer cette question classique. Vous écrivez? Sous quel nom? Rodolphe Trouilleux.
Mon ego en prend alors un coup, car, bien souvent, mon patronyme n'évoque absolument rien pour mon interlocuteur. Je précise que j'écris plutôt des livres sur Paris, et que mon plus grand succès est Paris secret et insolite. Alors les yeux du questionneur s'écarquillent, et je l'entends dire forcément: Ah, c'est vous! Oui, c'est moi, cet auteur inconnu d'un livre très connu. Une belle leçon d'humilité pour l'historien que je prétends être. Combien de temps? Hier, alors que j'errais rue de Seine, marchant sans but, au petit bonheur, j'ai croisé un homme portant deux boîtes, une poignée dans chaque main. De ces boîtes ouvertes sortaient les têtes de deux magnifiques perroquets, l'un gris et l'autre multicolore, une vision digne d'une gravure du XIXe siècle. Plus loin, dans un renfoncement, un clochard coiffé d'un chapeau mou et ressemblant un peu à Michel Serrault insultait les salopes connasses. Au croisement avec le boulevard Saint-Germain, surgit un homme obèse, les yeux exorbités, comme effaré par je ne sais quel drame. Derrière, venant du passage clouté, apparut une minuscule mémé poussant une voiture d'enfant. Poursuivant mon chemin, j'ai pu admirer, dans la vitrine d'un libraire, un volume joliment dédicacé par Cocteau et une biographie de Mendel par Sarkozy, écrite par un autre, avec cette étiquette mentionnant un envoi de l'ex-président. En face, une somptueuse librairie que je ne connaissais pas. Nouvelle, ça alors, exposait des merveilles reliées en parchemin et que je ne pourrais jamais m'offrir. Et j'ai continué, comme cela, jusqu'à Montparnasse. Marcher en pensant à autre chose, en admirant une jolie fille, en saisissant une bribe de conversation, un regard, en croisant, souvent, une femme qui pleure, un enfant souriant. Paris, toujours. 40 ans d'errance derrière moi. Combien de temps me reste-t-il? Wonderful World. Ce matin, métro Miroménil, sagement assis, j'attendais le prochain train tout en rédigeant un message Facebook sur le foot et la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Vous devez connaître comme moi ces sièges incurvés en métal orange, caractéristiques des années 70. Leur fixation au mur commence à être un peu fatiguée. Bref, j'étais là, concentré sur mon téléphone, quand un jeune homme s'assit assez brusquement près de moi, posant son postérieur si fortement que l'ensemble des sièges, saluant l'arrivée du garçon, s'enfoncèrent en même temps d'un bon centimètre, provoquant un effet de ressort qui, forcément, me fit rebondir. Aussitôt, le déclencheur de toutes ses énergies enleva ses lunettes de soleil et s'excusa avec la plus grande politesse. Je répondis en souriant: Pas de quoi. Ah, mais ça alors? Pardon? Alors le garçon ôta ses écouteurs et continua: Mais votre réaction est vraiment formidable. Un sourire pareil, vous êtes vraiment adorable. Mais non, mais si, vous savez, la plupart des gens auraient fait une drôle de tête, alors que vous, vous êtes souriant. Vous me faites signe que ce n'est pas grave, vraiment. Ah oui? C'était vraiment sympathique. Et ce gars, l'air sincère, continua: Vous savez, je suis noir. Personnellement, je m'en fous, et pour vous, c'est pareil, je le sais. Quand vous êtes noir, vous avez affaire toute l'année à des gens racistes, désagréables. C'est comme ça, et ni vous ni moi n'y pouvons rien. Alors votre réaction? J'étais presque gêné. C'est alors que je lui expliquais que chacun, à sa manière, pouvait apporter sa petite pierre pour lutter contre le racisme, par l'éducation, par exemple, et que ma fierté avait été faire comprendre à ma fille la diversité des origines quand elle était petite. Aujourd'hui, c'est une adulte qui ne juge pas les gens pour leur couleur ou leur origine, et c'est véritablement formidable. C'est véritablement ce que je pense, et vous êtes jeune. Si vous avez des enfants un jour, expliquez-leur. Votre fille a de la chance. Elle a un père magnifique. Oh, vous me dites ça à 8 heures moins le quart, sur le quai d'un métro. Ce matin. La journée commence bien alors. Magnifique, je vous dis. Vous êtes quelqu'un de bien, et il va vous arriver des choses fantastiques, forcément. Tout cela dit dans un sourire. Mais le métro arrivait. Nous nous levâmes en nous serrant la main et en nous souhaitant bonne chance. Puis nous sommes montés chacun dans un wagon différent. J'avais le cœur un peu chaviré par la sincérité de ce garçon. Oui, une journée vraiment magnifique.
soit dit en passant. Se lever, encore, et se dire qu'il va falloir continuer, coûte que coûte, à traîner sa carcasse, comme hier et peut-être demain. Allumer la radio et entendre une fois de plus les échos de l'absurdité du monde. Saluer la compagne qui, comme vous, débute sa journée en vous maudissant. Mais pourquoi donc se lever si tôt? Préparer le café et tirer les rideaux découvrant une aurore naissante. Bâiller. Tiens, des oiseaux passent dans le ciel. S'asseoir. Étirer ce qui tient lieu de corps. Avoir mal là. Hier, c'était ici. Tremper ses lèvres dans le café brûlant censé donner le signal du départ au cerveau. Il n'a pas besoin de cela, bien sûr. Tremper sa tartine beurrée dans le café au lait. Faire craquer la tartine. S'emparer d'un livre sur la bibliothèque, le journal des Goncourt, et en lire quelques passages croustillants à ma voisine de table, qui a la bonté de me signaler que sa tête n'est pas entièrement en fonction. Commenter, rire tout de même, et continuer en songeant aux épisodes futurs de la journée, qui passera, jusqu'à ce soir, jusqu'à la nuit. Et demain matin, se lever, encore et continuer, coûte que coûte, à traîner sa carcasse. Les passantes. Gare Montparnasse. Le train ralentit puis s'immobilise. À la queue leu-leu, nous descendons sur le quai, moi, convalescent, avec 1000 précautions. Puis, comme l'exige la tradition du voyage banlieusard et international, nous parcourons le quai en direction de la sortie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je parle aux hommes, ou plutôt à ceux et celles que ça intéresse. Mais j'ai toujours remarqué les jolies filles à ce moment-là. Naturellement, ce que nous voyons et apprécions en premier, c'est ce que j'appellerais le revers. Et quand celui-ci est prometteur, c'est un jeu d'accélérer le pas pour voir si ses promesses sont tenues. Mais nous apprécierons seulement le profil de la charmante personne, car pour la voir en entier, côté avers, il faudrait se retourner de la façon la plus grossière. Là, devant moi, en biais, de 3/4, j'ai remarqué la silhouette de la jeune femme travailleuse, vêtue avec chic. Je passe la veste de tailleur, légère, recouvrant un chemisier rouge carmin des plus élégants. Elle n'a pas la trentaine et marche d'un pas rapide, faisant remuer ses cheveux longs dans un floc-floc gracieux. Bref, c'est un super canon sorti d'un rêve. C'est étonnant, j'ai l'impression d'être le seul à l'observer. Et pourtant, quelle allure! Mais, à Paris, personne ne regarde personne, me semble-t-il. Et la passante pressée n'est observée que par un boiteux ayant largement dépassé la cinquantaine, un peu déplumé et dont l'élégance, à ce moment, n'est pas des plus réussies. Pourtant, un détail aurait dû attirer l'œil des connaisseurs. La belle a, de chaque côté des jambes, de jolis tatouages circulaires dont, à cette distance, il m'est impossible d'apprécier le dessin. Mais bon, je ne pouvais tout de même pas m'adresser à elle, la retenant par le bras. Mademoiselle, pouvez-vous vous arrêter 5 minutes? Je voudrais admirer vos tatouages. Un moyen de draguer bien balourd, quand j'avais 20 ans. Mais maintenant, avec ma tête de vieux titi déplumé, vous voyez ce que je veux dire. Elle m'aurait cru libidineux. Moi, libidineux? Quelle bêtise! Justement, quand j'avais 20 ans, il est loin le temps, et que j'arpentais déjà les rues parisiennes, et que mon regard se promenait déjà dans le doux paysage des prunelles féminines, point de tatouage à l'horizon, objet de dégoût des foules bien pensantes, mais seulement des jambes empantalonnées. Nous étions dans les années 70, où, si découvertes, dénuées de tout dessin. Aujourd'hui, sur le quai d'une gare, mademoiselle, si chic, limite distinguée, peut exhiber ses 2 jolis hameçons décorés de peintures savantes, suivis des yeux par un bonhomme porté par ses visions idylliques et heureux, très heureux d'être là pour marcher à nouveau sur l'asphalte de Paname. Et demain, encore et toujours, les doucereuses visions d'une chevelure éclatante, de beaux yeux lumineux ou de jambes élancées me permettront un instant de croire au paradis sur terre. Même si, vous le savez aussi bien que moi, il n'existe pas. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. Antoine Paul. Pour Alain.
J'avais autrefois un ami qui résidait rue des Ursins, dans cette partie de l'île de la cité respectée, on ne sait trop pourquoi, par le baron Haussmann. Là, quelques immeubles subsistants sont les derniers vestiges du vieux Paris, de celui d'avant le grand bouleversement du Second Empire. J'étais toujours impressionné de monter dans le logement de mon ami, nid douillet caché au sommet d'un immeuble de 6 étages. Son tournebride n'était pas plus grand qu'une chambre de bonne, mais le garçon l'avait aménagé avec goût. Un lit canapé en occupait tout un côté, et tous les murs de la petite pièce étaient tapissés de livres. Uniquement des ouvrages sur Paris et son histoire, avait coutume de dire Alain. Il avait hérité de ces volumes, plus rares et plus précieux les uns que les autres, d'un grand-père passionné et érudit. Alors que le père de mon ami, ingénieur de profession, avait dédaigné ce véritable trésor, Alain avait appris à lire à l'aide de ses ouvrages. Son grand-père, juste avant de mourir, lui avait légué la totalité de sa collection, satisfait et heureux de passer le flambeau du savoir à un garçon si jeune et si sensible. Un soir, après avoir bu quelque peu, notre conversation s'engagea sur Paris, le verre en main, comme deux fous. Nous échangions les renseignements que nous avions pu glaner dans les bibliothèques et les archives. Quand un sujet retenait notre attention, nous passions des heures à le documenter avec passion. Puis Alain fréquenta une charmante jeune femme et abandonna bien souvent son pigeonnier pour rejoindre la belle qui résidait dans le 12e, non loin de la Porte Dorée. Je recherchais alors des renseignements sur les fantômes, spectres parisiens. Possédant un double des clés de la chambre d'Alain, je venais travailler rue des Ursins presque quotidiennement. Fouillant dans la fameuse bibliothèque de mon ami, je glanais çà et là quelques informations utiles, bien difficiles à trouver ailleurs. Autant le dire tout de suite, je n'ai jamais cru aux fantômes, et si parfois les histoires que je lisais au cours de mes recherches me déstabilisaient quelque peu, mon cartésianisme basique reprenait vite le dessus. Les récits que je découvrais étaient beaux, et souvent prenants, certes, mais comment croire à tous ces récits de meubles bruyants, chaises volantes et cônes lumineux? Puis, le temps filant à toute vitesse, me permit de croiser Alain, quelquefois, quand ses amours, aussi belles que tumultueuses, le lui permettaient. Il ne venait pratiquement plus dans sa chambre, préférant vivre sa lune de miel dans l'appartement de son ami, un loft aussi lumineux que commode. Tu verrais ça, Rodolphe. De chez elle, on a une vue sur tout Paris. C'est merveilleux. Inutile de préciser qu'Alain, ayant goûté au luxe, au calme et à la volupté dans ce splendide logement, préférait son confort à l'exécuté de la rue des Ursins. Je le comprenais, mais j'étais aussi un peu triste, regrettant nos soirées passées à fouiller dans le passé de la capitale. Comme nulle belle ne pouvait troubler ma passion, je continuais vaille que vaille à chercher mes histoires fantomatiques. Chaque soir, le monde surnaturel me happait. Et petit à petit, à la lecture de nombreux témoignages, je dois reconnaître que ma belle assurance vacillait. Mais, bombant le torse, je prétendais que moi, on ne m'aurait pas comme cela. Des histoires de vrais, de faux revenants émaillent le passé de la capitale. Doit-on croire cette commère qui croit avoir un revenant chez elle? Oh, dame, oui, qu'il y a des esprits. Tu as beau dire vraiment que ton père n'en avait point. Dieu veuille avoir son âme, le pauvre homme qu'il était. Si, pourtant il est revenu tout comme un autre et nenni pas pour une fois. Toujours il mettait tout en dessus-dessous. Il ne nous laissait rien en place de ce qui était de notre chambre. Il ne faut pas mettre en doute qu'il en aurait fait de même de tous les meubles de la cuisine, car nous n'en avions point. On apprendra ensuite que ce prétendu fantôme était un joyeux luron qui venait lutiner quelques demoiselles dans cette maison et avait inventé ces histoires d'esprit pour y faciliter ses entrées et ses sorties. Depuis le temps béni de la rue des Ursins, Alain s'est marié avec une jolie fille qui lui a fait oublier les vieux livres pour les remplacer par de beaux enfants. Et comme mon copain n'est pas un ingrat, juste avant son mariage, il m'a convoqué dans son tournebride. Nous y avons enterré joyeusement sa vie de garçon et de bibliophile, en buvant quelques grands crus et en relisant de bonnes histoires. Ce soir-là, il me donna toute sa bibliothèque, pensant que j'en ferais le meilleur usage. Et il me fit jurer la main sur le cœur de raconter par la plume toutes les histoires fantastiques et merveilleuses qui nous firent tant rêver. Plus tard, une rencontre pas si fortuite que cela avec un éditeur me permit d'honorer ma promesse sous la forme de 2 livres, Paris macabre et Paris fantastique.
Voyage personnel et émouvant au pays des fantômes, des charlatans, des sorciers et des mystères qui me rappellent aussi le temps de nos 20 ans, des cheveux longs et des belles espérances. Martine aimait Sylvain. Les souvenirs d'enfance ont toujours le goût particulier des confiseries trop sucrées et des bonbons qui collent aux dents. Heureux, ou parfois douloureux, ils ne nous quittent jamais comme une part de nous-mêmes. Les bons, ceux qui font sourire ou pétiller les yeux des vieux qui les racontent, sont invariablement composés de détails infimes. Sensations, parfums, caresses sur la joue, baisers dérobés. Qu'il s'agisse de vous, d'un autre ou de moi-même, nous avons tous en commun ce patrimoine précieux, abandonné dans les greniers de nos consciences. Si je pouvais vous dire, tout vous raconter de mon enfance aux Batignolles, il me faudrait des heures, et vous finiriez peut-être par vous ennuyer. Notre cinéma intérieur est en couleur et en relief, mais il est exclusivement réservé à nous-mêmes. Nous pouvons toujours raconter les vieux films de nos enfances passées qui nous semblent si riches, si colorés à qui veut bien les entendre, mais notre interlocuteur n'en percevra que des bribes en noir et blanc. Ces fragments sont-ils pour autant inintéressants? Pas toujours, car le pouvoir évocateur de bouts de film est parfois plus grand que celui d'un long métrage. De la pellicule d'un appareil photographique peuvent sortir aussi bien des merveilles. Mais revenons à moi, ou plutôt au gamin de 15 ans que j'étais en 1974. Mon frère m'avait offert pour mon anniversaire un incroyable appareil photo Kodak Instamatic, bien pratique que je pouvais charger en plein soleil. Tel un explorateur du Nouveau Monde, j'étais alors parti à la découverte des confins de mon quartier, vers les Épinettes. Les Épinettes, un bien joli nom évoquant les ronces qui envahissaient encore ces lieux au début du XIXe siècle. Champs de pommes de terre, carrières abandonnées à ciel ouvert, terrains vagues qui n'allaient pas tarder à attirer les spéculateurs. Non loin de là, aux Batignolles, près de l'avenue de Clichy, de vastes entrepôts avaient été construits vers 1850 pour accueillir les marchandises transportées par le tout nouveau chemin de fer. Et c'est là aussi, au milieu des champs, qu'Ernest Gouin installa son entreprise de construction de machines à vapeur. Les Épinettes, quartier populaire, aux petites maisons et immeubles modestes dressant leurs façades plâtrées hautes de quelques étages près d'un jardinet ou d'une parcelle de potager. De part et d'autre de la rue de la Jonquière, les lotissements se multiplièrent, offrant aux ouvriers, selon la diversité de leurs moyens, des logements aux pièces souvent exiguës et bénéficiant de tout le confort sur le palier. Les passages aux noms romantiques de Berzelius, du Petit Cerf et Saint-Ange, produits d'une spéculation déjà effrénée, naquirent ainsi à cette période. La jolie cité des fleurs, d'inspiration britannique, composée de coquettes maisonnettes bordées de jardins clos, était comme une exception bourgeoise dans ce paysage essentiellement industriel et ouvrier. Les Épinettes, traversant cette zone du 17e arrondissement en forme de curieux triangle, le chemin de fer de petite ceinture créa une sorte de frontière encore perceptible aujourd'hui. Ainsi, le coin supérieur droit du triangle, tourné vers la porte de Saint-Ouen, livrant encore çà et là quelques terrains vagues aux amours furtifs et aux petits bistrots incertains, était une zone difficile. Les journaux publiés vers 1900 témoignent de la violence ambiante des environs et de son insécurité, comme on ne le disait pas encore. Mais les assassinats, ces vitriolages, les coups portés de part et d'autre d'un couple ou de compagnons de bistrot n'étaient bien sûr que des faits divers. Ici, la vie s'écoulait, souvent dure à vivre, mais aussi calme et tranquille. Dans les années 30, les logements pimpants entourés de jardinets étaient devenus pour les hygiénistes d'insupportables nids de vermine qu'il fallait à tout prix éliminer et remplacer par les habitations à bon marché, ou HBM. Mais refermons vite cette parenthèse historique pour revenir 44 ans après sur les lieux. Et moi, et moi, et moi, appareil photo en main, poussant mes pas jusqu'au fond des Épinettes. Presque au bout de l'avenue de Saint-Ouen, un haut passage charretier attira mon regard. Une plaque bleue indiquait que là débutait le passage Saint-Ange. Près de l'entrée, un vieux réverbère coudé renforçait l'allure étonnante de cet endroit, relique du vieux Paris. Il faut dire qu'à cette époque, je n'étais pas un franc gamin à la démarche audacieuse, mais plutôt un rondouillet jeune homme, un peu gauche,
poussé par la curiosité à visiter les cours et les ruelles, et bien timide tout de même. Alors, oser faire des photographies dans ces coins perdus, vous n'imaginez pas ce que cela pouvait représenter d'audace pour moi. Passage Saint-Ange, ce jour-là, il faisait beau, et je fis quelques photos, heureux de cette découverte. Je n'avais vu ni croisé personne dans cet endroit hors du temps. Je suis rentré chez moi ensuite, ayant enfermé dans ma petite boîte magique et dans ma cervelle des images un peu surannées de quelques maisons brinque-ballantes et touchantes, vestiges d'un Paris populaire destiné à la démolition. Si j'avais su. Puis, le temps filant, j'ai bien oublié les pavés glissants et le réverbère du passage Saint-Ange. J'y suis retourné 20 ans après pour un livre. Tout avait disparu. Mes honnêtes et improbables jardinières rasés ont cédé la place à un type d'architecture sur lequel je n'ai pas envie de m'étendre. L'hygiène, à défaut de charme, y avait définitivement gagné la bataille. Une bataille peut-être, mais pas la guerre, car les souvenirs ont la vie dure. En 2008, j'ai découvert au fond d'une boîte 5 photographies aux couleurs défraîchies, vestiges de mon petit reportage photographique de 1974. L'idée m'est venue aussitôt de les publier sur mon blog, Paris secret et insolite, comme de bien modestes témoignages. Et là, au moment où je m'y attendais le moins, la magie a opéré. Les commentaires se sont accumulés sur mon blog. Les enfants du passage Saint-Ange, devenus grands, venaient me remercier pour avoir fait ces quelques images qui leur rappelaient des souvenirs en vrac. Christian évoquait les vieux hôtels accueillants, principalement des immigrés, des petits immeubles de l'impasse des Fleurs. Il fallait voir cela en 1955, disait-il. Rien de poétique, mais c'était notre vie, et Paris nous semblait un village. Amoura a ensuite enchaîné, parlant d'un petit 2 pièces, d'un semblant de cuisine et des WC turcs dans le couloir. Marie-Thérèse, qui a failli naître impasse des Fleurs, y a été élevée. Je me souviens d'y avoir découvert le monde sur les épaules de mon papa. Puis elle chanta un peu plus tard, en remontant la ruelle. Si j'avais un marteau. Poupée de cire. Et se rappelle de Monsieur Picotin et des Lecointre, qui possédaient une voiture, une Aronde. Jacqueline, elle, emménagea passage Saint-Ange en 1961, dans un logement de 20 mètres carrés. Le plancher était percé et la cuisine, sans électricité, éclairée au gaz. En hiver 1963, elle lavait son linge dans la cour, près des ruisseaux glacés, et 3 ans plus tard, se mariait à la mairie du 17e avec un Italien rencontré dans le quartier. Edmond, Canadien, évoque son logement d'étudiant qui était l'un des rares à avoir le téléphone et des WC privés. Une autre personne cite en désordre quelques noms de famille. Puis le café à l'Ange. Mado, qui habitait la maison en ruine. Pépito le clochard. Les jeux de soldats et de Delidello avec tous les jeunes. Et aussi Tchali, qui perçait les oreilles avec une aiguille, et de la mie de pain pour accélérer la cicatrisation. Un autre décrit le café-épicerie de monsieur et madame l'Allemand, où l'on laissait une ardoise que l'on devait régler à la fin du mois, des achats de bière Valstar, des bananes, des boîtes de petits pois Roitelet et du jambon, qui sentait bon la fumée de cigarette. Ainsi, mes petites images transportaient avec elles de l'émotion, beaucoup, rappelant à chacun une part de son passé plus ou moins heureux, mais où pointait toujours une part de nostalgie. Bouts de film en couleur et en relief, où gisaient des bribes de son et d'odeur. Un détail. En 1974, mon appareil saisit forcément, avec le reste, à l'encoignure de l'impasse des Fleurs, le touchant graffiti, déjà presque effacé, Martine M. Sylvain. Et en janvier 2015, un monsieur me contacta à son tour pour évoquer le 10 impasse des Fleurs et le petit 2 pièces en rez-de-chaussée surélevé où il vivait en compagnie de sa mère, de son frère et de sa sœur. Pas d'électricité, pas d'eau, le robinet dans la cour et le poêle à charbon qu'il fallait alimenter sans cesse. Ce monsieur, vous aurez compris qu'il s'agit de Sylvain, celui du graffiti du coin de la rue, âgé aujourd'hui de 62 ans. Qu'est devenu Martine? Il aimerait bien le savoir. Ainsi, il y a plus de 40 ans, le gamin trouilleux a enfermé dans sa boîte les souvenirs de tant d'autres pour les libérer enfin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.